Conclusion. Trop occupé du plus manifeste, l'expérience et l'analyse des conditions du savoir scientifique, on a négligé les deux aspects complémentaires de l'essai, la raison, ou l'entendement, et la question morale. C'est pourtant sur cette paire, plus que sur la première, que porte la plus grande part de l'effort intellectuel de Locke, tel qu'il est apparu à notre lecture attentive du texte. Sa genèse d'abord, avec les œuvres inédites de jeunesse, les brouillons de l'essai, puis ses éditions successives, les réponses aux objections, et enfin les amendements introduits dans Reasonableness of Christianity. Le passage de l'idée de relation à l'idée de mode mixte sous le couvert d'une constante préoccupation pour l'exactitude géométrique ou le remplacement de la volonté par le désir sont deux cas significatifs de l'évolution de Locke et qui témoignent de la place croissante accordée au labeur de la raison. La structure de l'essai ensuite dégagée par la confrontation avec des œuvres contemporaines, mais aussi la confrontation entre les divers chapitres, entre les divers livres du même ouvrage, ainsi la structure en diptyque de l'essai trop peu soulignée par les interprètes. Depuis le livre 1 qui oppose principes spéculatifs innés et maximes pratiques innées, jusqu'au livre 4 qui conclut sur l'opposition de la physique et de la morale tout en gardant, vraisemblablement pour caractériser le genre de l'essai, la fonction sémiotique en passant par l'opposition des substances et des modes mixtes dans les livres 2 et 3, l'essai met en parallèle spéculation et pratique. L'étude de la genèse et de la structure de l'essai nous a conduit à regarder cette œuvre comme l'analyse des conditions de validité de tout savoir, mais particulièrement d'une pensée morale appuyée sur la loi naturelle. L'œuvre principale de ce philosophe que l'on dit empiriste est donc une œuvre critique qui ne prétend pas proposer une morale nouvelle, qui prétend encore moins formuler une science inédite, mais qui énonce les conditions d'une pensée juste de la nature et de la vie morale. Critique élaborée par confrontation des deux formes de savoir et où la positivité et les limites du savoir physique aident à décider des bornes de la pensée morale. Dans cette critique, la raison joue un rôle essentiel, mais il a fallu, pour le découvrir, se réacclimater à un sens du terme raison que les pensées de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle nous ont occulté. Elles ont occulté cette définition de la raison comme pure activité de calcul et de ratiocination qui avait cours au Moyen-Âge et tout autant au XVIIe siècle, et elles ont privilégié le sens néo-stoïcien réactivé à la Renaissance que Locke rejette avec obstination. La raison, selon Locke, ne s'oppose pas à l'entendement comme la faculté de la spéculation à la faculté de la science, comme la faculté qui divise à celle qui perçoit l'unité dialectique du réel. Au contraire, Locke conçoit la raison comme une simple capacité de l'entendement. Encore faut-il comprendre capacité dans le sens que lui donne Locke avec le courant nominaliste. La distinction des capacités, faculties ou powers, n'est que de raison et nullement réelle. Individu, esprit, entendement, raison, désir, volonté ne font pas nombre, même si chaque terme désigne un aspect différent d'une seule et même réalité. La raison, comme la volonté, le pouvoir de comparer et d'abstraire, mais aussi la simple perception, est une capacité. Elle est ce que Locke préfère appeler power, pour éviter la confusion substantialiste engendrée par le terme faculty. De la simple perception à la raison, donc il y a une continuité qu'ont brisée dès la Renaissance certaines philosophies. Contre ceux qui font de la raison une faculté autre que la perception et l'entendement, une capacité dotée d'un objet spécifique, une faculté intuitive saisissant des vérités premières, par définition distinctes des perceptions. Il faut revenir à l'unité de l'individu humain. La raison n'existe que dans l'acte du raisonnement. Elle est l'entendement suivant une démarche à la fois convenue, efficace et garantie par Dieu. Et réciproquement, Locke ne refuse pas, quand l'on appelle raison, l'activité de l'entendement, avant même que celui-ci ne raisonne. Lettre à Stillingfleet. Il est fréquent pour Locke, dans ses discussions avec Stillingfleet, d'accepter comme ici un sens plus large et plus traditionnel des termes, à condition que ce sens ne contrevienne pas aux principes fondamentaux de sa position et demeure dans l'esprit de sa thèse. Locke agit de même pour son propre compte. Dans les œuvres moins techniques, comme les traités sur le gouvernement, la raison est à la fois ce qui fait la liberté de l'homme, ce qui le distingue de l'animal et ce qui lui permet de calculer que son avantage est dans la société plutôt qu'en dehors. S'il y a continuité d'un même entendement de la saisie perceptive au raisonnement en passant par l'intuition, la conception de l'idée et de l'expérience en tire les bénéfices. L'acte constitutif de l'idée s'appelle perception, mais aussi understanding. Plus qu'à une substance, ce gérondif renvoie à un infinitif dont il est la déclinaison. Le comprendre, et si le comprendre est tout aussi bien sensibilité, activité de constitution, intuition que mise en argument dans le raisonnement,
L'idée qui est le corrélat du premier de ces actes conserve la même unité dans les autres modes du même comprendre. Indépendamment de la solution apportée à la difficile question du statut ontologique de l'idée dans la pensée de Locke, il est indéniable qu'elle est le corrélat de l'acte intellectuel et que l'unité de l'acte intellectuel, d'un terme à l'autre de l'acquisition du savoir universel, fait unité de son corrélat idéal. Considérer que raison et expérience sont ainsi liés comme les deux pôles d'un même acte qui se prolonge dessine une solution possible. Dans la question de savoir qui, de la raison ou de l'expérience, détermine le contenu de la connaissance. Locke, qui présente les deux éléments comme nécessaires, ne répond pas à une question kantienne qui distingue plus qu'il ne le fait lui-même deux pôles dans l'activité de connaissance. Le même esprit agit d'un bout à l'autre du processus et son corrélat objectif demeure, sans que l'on ait à s'interroger sur ce qui relève à chaque étape de l'une ou l'autre de ses capacités. Il suffit à Locke de montrer qu'il ne peut y avoir de connaissance qui ne soit produite sans expérience et qu'il ne peut pas plus y avoir de connaissance sans raison. La tradition a retenu surtout la première affirmation, faussant totalement le sens de la tentative lockienne, car ce que Locke veut manifester, c'est l'activité de l'entendement, non son absence. Sa référence à l'expérience est essentiellement critique. Si tout a son origine dans l'expérience, l'universel et la nécessité des prétendues vérités éternelles ne peut en venir et ne peut être justifié, si ce n'est par appel à l'entendement qui universalise. L'universel et le nécessaire qui doivent servir de base à la science morale, science qui demeure à élaborer, sont le fait de l'entendement et non celui de l'expérience ou de l'intuition intellectuelle. En découlent les limites de ce genre de propositions, notamment leur caractère hypothético-déductif, leur relativité, leur dépendance envers le langage. Les pages qui précèdent aboutissent à la thèse qui ne devrait plus paraître paradoxale. L'appel à l'expérience a pour fonction de manifester l'importance de l'entendement dans l'accès à l'universel. Il y a pour Locke une œuvre de la raison que le succès même de la critique lockienne et que le développement de l'empirisme en sensualisme ont fait oublier. Cette œuvre se joue d'abord dans le champ moral. On aurait pu développer les arguments historiques qui manifestent que l'essai est une épistémologie au service de la tolérance. On a préféré le montrer ici de l'intérieur de l'ouvrage même, sa constance à remettre sur le métier les divers aspects de la question malgré les apories auxquels il aboutit, témoignent de l'importance qu'a pour Locke la question. L'application de la méthode mathématique à toute connaissance est un idéal aussi ancien que la pensée grecque, mais la parenté dans la prioricité de la pensée morale et de la mathématique, soulignée par Grotius entre autres, semble avoir ouvert à la pensée de Locke des perspectives fécondes. La vie sociale, religieuse et politique de son temps pouvait gagner aux réflexions d'un laïc formé comme professeur de philosophie morale, frotté de pratiques scientifiques et chargé de tâches politiques. Les exigences du réel semblent avoir constamment remis en cause l'aspect trop théorique des solutions qu'il élaborait. L'harmonie du monde est insuffisamment évidente pour servir de base à la preuve de l'obligation morale. La preuve de l'existence de Dieu à partir de diverses données empiriques la remplace. Mais l'urgence de l'obligation risque de pâtir de ce détour théorique et mène Locke à la considération première de cette obligation. Parce qu'il ne peut y avoir part au monde de l'affectivité qui lui est étranger, l'entendement manifeste alors sa figure la plus pure, instrument neutre mettant en relation extérieure le donné empirique. La théorie classique de l'unité des transcendantaux a eu des conséquences sociales trop graves, lorsqu'elle a conduit à imaginer que l'on puisse d'abord faire désirer le vrai par la peur de la sanction, et ensuite partir de ce désir contraint du vrai pour mener à la croyance supposée vraie. Pour échapper à cette intolérance, il faut tenir désormais fermement dissociés entendement et désir, raison et expérience affective. Mais le principe même de la recherche de Locke est alors remis en cause. Comment prouver encore la validité d'une pensée de la morale si entendement et affectivité doivent être rigoureusement séparés? L'entendement peut-il vraiment se cantonner dans le suspens du désir, c'est-à-dire lui demeurer totalement extérieur, se cantonner dans la pure mise en forme d'une matière qui lui est étrangère? Ce serait faire de l'entendement une pure forme et de la morale un formalisme. Même si plusieurs textes vont en ce sens, Locke ne peut tenir jusqu'au bout cette thèse qui contrevient à la parenté de l'expérience et de la raison, du plaisir et du bien suprême, à l'unité de l'homme pensant aussi bien dans l'acte de percevoir, dans le sentiment de plaisir que dans l'acte de raisonner. Il n'est pas possible en ces conditions de démontrer à la fois la cohérence d'une morale rationnellement établie et l'obligation qui lui est attachée. L'entendement et son raisonnement sont pourtant conditions de liberté et d'humanité,
Comment concilier alors l'extériorité de l'entendement et de la morale avec leur nécessaire compénétration dans un acte qui se veut à la fois obligatoire et humain? Déjà, la part de la raison et celle de l'expérience dans l'établissement de relations purement cognitives étaient insuffisamment déterminées. La même question ressurgit au premier plan cette fois quand il faut concilier le fait empirique du plaisir et l'exigence de l'entendement, si bien que la problématique morale exige de préciser les rapports de l'expérience et de la raison plus que ne l'avait fait la théorie de la connaissance. Autant la question pouvait être évitée dans le domaine purement cognitif grâce à une référence au statut mixte de l'idée, à la fois effet de la nature et acte de l'entendement, autant l'hétérogénéité de principe de l'expérience affective et de l'acte intellectuel rend difficile toute solution en ce domaine, comme si la tolérance qui exige la dissociation du vrai et du bien rendait à la limite impossible une pensée déductive de la morale et favorisait ainsi le retour de l'intolérance. L'aporie sur laquelle bute Locke est d'autant l'aporie de la morale elle-même que l'aporie d'une pensée du rapport de la raison et de l'expérience. Comment l'entendement peut-il jouer sur le désir qui lui est étranger et comment l'expérience sensible peut être à la fois être fondement de la connaissance et manquer à ce point de forme qu'elle est à faire appel à l'entendement? La solution élaborée dans Reasonableness of Christianity, la référence à la révélation chrétienne, permet de concilier la raison et le désir. Le désir est pris avant toute réflexion dans la religion, ses promesses et ses craintes, et la raison exerce sur cette religion et sa morale une fonction critique seconde. On aurait tort de ne voir là qu'un appel dérisoire au Deus ex machina destiné à compenser l'échec de la démonstration. La décomposition du raisonnement en diverses étapes à laquelle avait procédé l'essai permettait cette interprétation. La révélation recevait simplement en partage l'invention des intermédiaires qui revient ailleurs à la sagacité. L'imagination et la révélation sont de même ordre, précieux, mais à soumettre à la règle de la démonstration. Et cette solution éclaire la conception parallèle de la foi et de l'expérience dans le champ cognitif. L'entendement exerce d'abord une fonction critique sur un réel complexe qui fait problème. Cette critique est résolution et composition. La synthèse qu'opère l'entendement n'est pas improvisation, elle est recomposition et justification du réel qui avait été analysé. Dans cette optique, l'idée s'est déjà développée dans la pensée avec la collaboration non réflexive de l'entendement avant que la critique ne s'exerce par ce même entendement de façon réflexive cette fois. Certaines difficultés de la lecture de Locke tiennent à l'oubli de ce caractère méthodique de la démarche de l'essai, démarche qui donne une teinte spécifique à cet empirisme qui réfléchit au statut et à la place de l'entendement plus encore qu'à l'expérience dont rien ne peut être dit si ce n'est qu'elle existe. Il faudrait prêter plus attention au titre de l'ouvrage et garder présent à l'esprit que l'essai n'est pas la philosophie de Locke, mais le moment critique qui précède nécessairement toute philosophie. Si Locke avait rédigé sa philosophie morale, la face de l'empirisme en aurait été changée.